Maintenant, on va passer aux questions du public par rapport à ces livres. Et on va passer aussi aux chroniques de certains parmi vous, notamment Abderrahmane Bouana et d'autres. Et sans oublier que nous avons pas terminé cette émission, ça va leur donner la parole quand même. Merci. La première question, c'est monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je remercie effectivement notre ami Jamal qui a eu l'idée d'organiser cette rencontre conviviale. Je veux dire que c'est aussi dans des rencontres pareilles, comme vient de le dire tout juste le professeur. Donc on devrait peut-être échanger afin qu'on espère que, au moins d'abord que les Comoriens sachent s'asseoir et se parler. C'est déjà... Mais moi je voudrais tout de suite vous poser une question de savoir comment est-ce que votre rencontre avec Winnie Baraka, il y a eu une divergence de vie sur la religion et vous avez eu tout de suite l'idée et la sympathie d'avoir cette confrontation. Est-ce que, si c'est oui, s'il y a eu une divergence de vie dans le cadre de la religion, il y a eu une divergence de vie entre vous deux, et si effectivement c'est oui, au sein de ces rencontres que vous avez eues avec lui, est-ce qu'il a essayé un jour de vous changer votre vision que vous aviez envers l'islam ou envers la société comorienne? Est-ce qu'il a essayé en quelque sorte de vous influencer ou c'était tout juste des échanges entre philosophes? Actuellement, je prépare une thèse sur la littérature francophone des îles de l'océan Indien. Donc, je travaille sur des œuvres d'auteurs malgaches, réunionnais, mauriciens, et sur d'auteurs aussi comoriens comme Touahiri et Aboubakar Sali. Donc, ma question que je pose à monsieur le conférencier, c'est, puisque vous dites que votre installation au Comores émane un peu, en tout cas, vous étiez inspiré de ce hasard qui a fait que vous avez rencontré M. Winnie Baraka. Donc moi, je demande, je pose la question, c'est que, pensez-vous qu'il n'y aurait pas l'enseignement de la philosophie au Comores sans ce hasard? Donc voilà ma question. Merci. Ok. On prend M. Ali Ibrahim. Oui, je suis étudiant à Paris 4 Sorbonne et je prépare un doctorat d'histoire. Ma question revient sur le sujet qui nous intéresse, entre islam et philosophie. Quand Ibn Rushdi à Averroès a écrit le discours décisif, il a parlé certainement de cette idée de philosophie dans la religion, mais il a aussi développé une idée de limite. Il y a un moment, il faut laisser la place à la religion plutôt qu'à la philosophie, si j'ai bien compris. Je voudrais savoir si cette conception fait partie de la démarche intellectuelle et de vous et de Winnie Baraka. Voilà, je pense qu'il faudrait commencer à répondre. On répond les deux, parce qu'on n'est pas... Je voudrais répondre à... Voilà, Bouana m'a demandé quelle a été l'influence de... Il faut savoir que nous, on est de culture musulmane, de père, de mère, mais la philosophie est une matière qui souffre d'un préjugé défavorable, et ça c'est depuis très longtemps. Moi je le sais, depuis, c'est pas la peine, depuis Socrate. Pour répondre à ta question, le débat de la philosophie dans le monde arabe est un débat extrêmement difficile. Parce que jusqu'au 10e, 11e siècle, c'est la philosophie arabe. Le rayonnement intellectuel était arabo-musulman.
les mathématiques, la médecine, les langues. Ngamjoka, le calife El Mamoun a fait un tabiri. Quand j'ai vu Aristote, et il a demandé aux intellectuels, rassemblez-moi tous les livres qui sont dans le monde entier. Nous sommes à Bagdad. Et ces gens-là ont rassemblé tous les livres qui étaient. Donc les Arabes sont mis à traduire les latins, pas les latins, ils n'existaient pas, mais surtout les Grecs, Platon, Aristote, les présocratiques. Chine. Na Chine, c'est les murailles fermées. Donc la connaissance. Donc j'espère avoir répondu à ces questions-là. Hein? Merci beaucoup. Donc on va prendre deux dernières questions parce que et on va laisser un peu la parole à certains éminents invités ici pour leurs appréciations parce que le temps nous presse. Je prends deux questions, une question de Taki Youssouf. Il n'est pas là. À la place de Taki Youssouf, on prend Mouni. Et puis le dernier c'est Saïd Omar et Ismaël. Mouni. Cher ami Ismaël, est-ce qu'il n'est pas temps actuellement, là où nous sommes? Parce que je crois que les mentalités ont un peu changé, à moins que je me trompe. Moi, je pensais que l'installation des chiites aux commandes allait causer énormément de problèmes entre les gens de Fond de Swadik et ces gens-là qui sont pétussés par rapport à moi qui suis ici, qui sont installés au Djivani. Ils ont leur maison maintenant, ils sont visibles. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de saisir malheureusement cette opportunité entre guillemets, de faire comprendre, de faire enseigner la philosophie telle que vous aimeriez l'enseigner, ou nous aimerions l'enseigner. Quitter cette crainte que nous avions toujours, ou que vous aviez toujours, et que vous nous avez toujours parlé, parce que vous avez dit tout à l'heure que ce que vous dites ici, vous ne pouvez pas le dire clairement au comment. Mais je pense que les choses, à moins que je me trompe, parce que ça fait 11 mois que je ne suis pas là-bas, mais d'après les échos que j'ai, comme vous avez dit, malheureusement, un passoire, que chacun maintenant peut s'exprimer, est-ce que nous ne pouvons pas saisir cette opportunité, quand même, avant que vous ayez vos 70 ans ou vos 75 ans, de faire communiquer, enseigner la philosophie telle qu'on l'entend. Ce qui peut aussi nous encourager, nous aussi, nous avons peur d'accompagner cette... Voilà ma question, cher ami. Nous prendrons M. Saïd Omar. Saïd Omar Abdibrahim, je suis un ancien élève de M. Jafar. Malheureusement, j'ai connu Ismaël au lycée, tout simplement. J'ai trois questions qui ont touché tout le corps de votre discussion avec votre exposé, M. Ismaël. La première, c'est que la notion Dieu et nos actes, nous et nos actes. Je reviens un peu en philosophie sur Sartre, mais je ne vais pas développer parce que je sais que vous le connaissez mieux que moi. Je pense que c'est là se rapproche la notion de l'essence et l'existence. Donc, la deuxième question. Donc voilà, j'ai rajouté là aussi, parce que ce sont des idées que je me fais personnellement. Là, il n'est pas dedans la notion de paradis et de l'enfer. Le fait que l'homme est appelé à aller au paradis ou à l'enfer ne revient pas à cette notion-là. Bon, vous allez pouvoir bien le développer, pas moi, actuellement. J'ai voulu seulement vous donner une idée sur ça. La deuxième question, c'est dans cette notion que l'homme a une mission à accomplir dans la société, qui est la sienne. Le fait de laisser traîner l'obscurantisme, vous en tant qu'éveillé, de laisser l'obscurantisme régner au Comores, n'est-il pas un crime que vous commettiez, étant déjà un des éveillés des codes de ce pays? Ismaël Mohamed. Bonsoir à tous. Ma question, c'est elle va porter sur la philosophie et son enseignement. Pourquoi est-ce si difficile pour les Comoriens de pouvoir enseigner en fait la philosophie, mais en fait aux Comores, et pourquoi on n'arrive pas en fait à y ajouter aussi, outre la philosophie occidentale, la philosophie africaine, la philosophie comorienne, parce que je suppose qu'elle existe. Il
Il y a certainement de la philosophie chinoise, il y a de la philosophie indienne. En tout cas, je pense qu'il est temps de marier en fait toutes les philosophies, en plus de la philosophie islamique, dont on a visiblement énormément de mal à mettre de nouveau sur la place publique. On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de la sphère islamique. Avant de clôturer, moi je pose une question à Jamal. Est-ce que dans les champs que vous avez développés sur le livre, est-ce que vous, à un moment donné, vous avez parlé un peu de la dimension religieuse dans l'accomplissement ou bien dans le dépassement du notable? Si jamais, est-ce que le notable comorien, il est sunnite ou chiite ou entre deux? Donc voilà. Parle vite et il va. Donc Jamal. Ah non.